Le mot algorithme, on l'entend partout, tout le temps. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce terme si moderne, si technique, ne vient pas du tout de la Silicon Valley. Non, son origine nous ramène à Bagdad, au IXe siècle. Allez, on part sur les traces de l'homme, dont le nom est littéralement dans nos téléphones. Et voilà la clé. L'origine du mot est assez surprenante. Algorithme, ce n'est pas un concept abstrait à la base. C'est la déformation latine du nom d'une personne. Al-Khwarizmi. C'était un savant perse, un mathématicien, astronome, géographe, qui a vécu il y a plus de 1200 ans. Pensez-y une seconde. Chaque recherche que l'on fait sur Internet, chaque film qui nous est recommandé, chaque itinéraire sur une carte, eh bien tout ça, ça fait écho au nom de cet homme. Son influence est partout, tout autour de nous, caché dans le code qui régit notre monde numérique. C'est assez vertigineux. Voici une représentation de lui qui vient d'un timbre soviétique. C'est dire à quel point sa figure est devenue iconique. Mais au-delà de l'homme, c'est toute son époque qui a été un peu mythifiée. On entend souvent parler d'un âge d'or islamique, de la science, de la tolérance. Sauf que, comme souvent en histoire, la réalité est bien plus nuancée, bien plus complexe que la légende dorée. Et au cœur de cette légende, il y a un lieu au nom presque magique, la Maison de la Sagesse, ou Beit al-Hikma, située à Bagdad. C'est souvent elle qui est présentée comme le symbole absolu de cet âge d'or. Des images comme celle-ci ont vraiment façonné notre vision de la Maison de la Sagesse. On imagine un lieu bouillonnant d'idées, une sorte de hub intellectuel où les plus grands esprits du monde se retrouvaient pour partager leur savoir. C'est une image très forte, mais la vraie question c'est, est-ce que c'était vraiment comme ça ? La légende, elle nous dépeint un tableau idyllique, une sorte de grande université multiculturelle, un phare de la connaissance où chrétiens, juifs et musulmans auraient travaillé main dans la main pour préserver et développer le savoir de l'humanité. C'est cette belle image d'Épinal qui est souvent racontée. Voilà pour la belle histoire. Mais, et c'est là que notre analyse prend un tournant, quand les historiens se penchent sur les sources de l'époque, eh bien, une image très très différente commence à se dessiner. Alors, que disent vraiment les archives ? Faisons l'exercice. Confrontons le mythe de la Maison de la Sagesse à la réalité historique. Cette phrase de l'historien Sylvain Guggenheim résume assez bien le point de vue critique moderne. Ce qu'il dit, en gros, c'est que l'image qu'on a aujourd'hui de cette grande académie ouverte, c'est une construction a posteriori, une idéalisation du passé. Le but est donc de distinguer ce qu'était vraiment cette institution de sa légende. Et là, la différence est saisissante. D'un côté, on a le mythe d'une université ouverte à tous. De l'autre, les archives de l'époque décrivent plutôt une bibliothèque privée, rattachée au palais du calife, et principalement tournée vers les études coraniques et l'astronomie, qui était une science utile pour la religion. Elle n'aurait en fait jamais accueilli de chrétiens ou de juifs en son sein. Et la chronologie, elle, nous révèle quelque chose d'essentiel. Cette période d'effervescence intellectuelle a été en réalité très brève. Elle est surtout liée à un seul calife, Al-Mamoun. Après sa mort, et surtout avec le tournant conservateur sous Al-Mutawakil, qui va interdire les débats théologiques, l'institution perd très vite son éclat. Elle redevient ce qu'elle était au départ, une simple collection de livres privés. Donc si la Maison de la Sagesse n'était pas ce grand centre de traduction multiculturelle, la question se pose. D'où vient tout ce savoir ? Qui a fait le travail ? La réponse ne se trouve pas dans un seul lieu, mais dans un mouvement beaucoup plus diffus, beaucoup plus décentralisé. Et la réalité est en fait bien plus fascinante que le mythe. Il ne s'agissait pas d'un projet d'État centralisé, mais d'un vaste réseau de savants financé par toutes sortes de mécènes privés. Et le point vraiment crucial, c'est que l'immense majorité de ce travail de traduction a été faite par des non-musulmans, en particulier des chrétiens de langue syriaque. C'est eux qui maîtrisaient les langues et les concepts. Les sources historiques sont très claires là-dessus. Elles nous montrent que les traducteurs du grec vers le syriaque, puis vers l'arabe, étaient en majorité des Syriaques, des chrétiens nestoriens issus d'anciens centres de savoir comme Édesse ou Nisib. C'est leur héritage intellectuel qui a servi de pont entre le monde grec antique et le monde arabe. Et attention, on ne parle pas d'une simple traduction mot à mot, c'était un travail d'orfèvre, un processus incroyablement méticuleux, souvent en 3 étapes. Une première version littérale, une révision critique pour trouver les bons mots, et enfin une version finale, polie. Un vrai travail d'érudition de très très haut niveau. Il faut s'imaginer la complexité de la tâche. Ils ont dû, en quelque sorte, inventer un nouveau vocabulaire philosophique et scientifique en syriaque et en arabe, pour pouvoir retranscrire toutes les nuances de la pensée grecque. Ce n'était pas juste de la traduction,
C'était de la création intellectuelle, un travail colossal. Du coup, en reconsidérant le rôle de la Maison de la Sagesse et la réalité du mouvement de traduction, c'est toute l'idée d'un âge d'or unifié et parfaitement harmonieux qui doit être regardé d'un œil beaucoup plus critique. Pour résumer, il faut vraiment distinguer deux choses. D'un côté, il y a un héritage scientifique qui est absolument indéniable. Les travaux d'Al-Khwarizmi, la préservation des textes grecs, la diffusion des chiffres, ça, c'est factuel. Et de l'autre côté, il y a le grand récit qu'on a construit autour de ces faits. Et ce récit, celui d'une académie multiculturelle d'une tolérance parfaite, est aujourd'hui largement remis en question par les historiens. Et ce besoin de créer une légende dorée, ce n'est pas du tout un cas isolé. On retrouve exactement le même phénomène avec une autre période très célèbre de l'histoire, Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane. Là aussi, la légende nous dépeint un paradis de coexistence pacifique entre musulmans, juifs et chrétiens, mais la réalité historique, elle, est beaucoup plus sombre. Elle est aussi marquée par des périodes de persécution très violentes, des massacres, et un statut de dhimmi, de citoyens de seconde zone, qui était très précaire pour les non-musulmans. Le philosophe Alain de Libera résume ça de façon très directe. L'idée d'un modèle andalou de tolérance, c'est une construction. C'est un mythe qui ne tient pas vraiment la route face à l'examen des faits. Au final, déconstruire ces mythes, que ce soit celui de la Maison de la Sagesse ou d'Al-Andalouse, ça n'enlève absolument rien aux accomplissements scientifiques réels de ces époques. Ça nous oblige simplement à être plus précis, plus honnêtes avec le passé. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Pourquoi ces mythes sont-ils si séduisants ? Et comment est-ce qu'ils influencent notre manière de voir le monde aujourd'hui ?